Bonjour à tous les amis de ficelle, on est de retour pour débriefer une nouvelle journée d'Euroleague, c'est la 17e. Et puis ça me fait extrêmement plaisir d'être là avec vous pour la 10e chronique de cet hebdo sur l'Euroleague. Et avec moi aujourd'hui, on a l'éternel, le maestro des quiz, on a Adrien. Salut Adrien. Salut Romain, salut à tous les fans de basket. Et pour compléter ce trio pour cette journée d'Euroleague, nous avons Mathieu. Salut Mathieu. Salut tout le monde, salut les gars. Bon, ben, bonne année les gars, bonne année basket. Et ouais, bonne année. Et ouais, bonne Ça année. y est, on y est. On y est en 2021 en espérant que vos fêtes, vos réveillons se soient bien passés. À vous aussi, les auditeurs de Ficelle. Est-ce que pour bien démarrer cette année, on se lancerait pas directement dans cette journée d'Euroleague qui a été plutôt intéressante? Si, c'est parti. Allez, let's go. Du coup, Mathieu va vous présenter les résultats de cette 17e journée avec pas mal de matchs intéressants. On va en parler juste après les résultats. Vas-y, Mathieu, je t'en prie. Super, alors ça commence avec l'Olympiakos qui a atomisé le Khimki Moscou 105-88. On avait une belle opposition aussi entre l'Anadolu FS Istanbul et le Real Madrid, et victoire des Merengues 73-65. Le Žalgiris Kaunas s'est imposé sur le fil face à l'Alba 74-71. Une belle performance aussi pour le Zénith Saint-Pétersbourg 78-72 face au Maccabi Tel Aviv. Gros derby espagnol entre Vitoria et Valencia et victoire in extremis de Vitoria 71-70. Le Fenerbahçe a disposé de l'Asvel 81-59. L'Étoile Rouge a remporté un match de 3 petits points face au Panathinaikos 74-71. Le Bayern a disposé du Barça 90-77. Et enfin, le CSKA Moscou a réussi à gagner son match face à Milan 91-87. Alors, première question pour vous. Quelle est la rencontre ou quelle est la performance, parce qu'on peut aussi s'attarder sur une performance, qui vous a le plus marqué dans cette journée? Adrien, dis-moi. Ah ben clairement, le match entre le CSK et Milan a été énorme. Ça a fini en prolongation. Au final, c'est le CSK qui l'emporte avec un Nicolas Milutinov qui a été énormissime. 17 points, 19 rebonds, dont 16 rebonds offensifs. Donc voilà, c'est une des plus grosses perfs qu'on ait jamais vues en Euroleague. Alors Milan, c'est vrai qu'on en a parlé précédemment. On a le sentiment que c'est toujours un peu le même problème. On voit surtout un peu toujours les mêmes individualités. Kevin Punter, ok, il cartonne, mais on voit pas beaucoup de Gigi Datome, voilà, qui est retombé dans ses travers dans ce match-là. Il y a Zach Ledé qui fait des perfs, ça me fait plaisir. Mais à côté de ça, on voit pas, on voit un peu moins Sergio Rodriguez. Il y a Michael Roll qui joue presque pas en Euroleague. Et puis tu as d'autres joueurs aussi qui ont carrément pas eu voix au chapitre, tu vois, notamment Cinciarini, les joueurs comme ça. Jeff Brooks, il score très peu. Donc voilà, c'est dommage. Et c'est là où je me dis que le CSK, malgré le fait que eux aussi, on peut avoir le sentiment que quelquefois, ils jouent un peu souvent sur les mêmes individualités, et notamment Mike James ou encore Daniel Hackett, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un roster où ils font plus tourner et qui est quand même un peu plus fourni, quoi. En tout cas, c'est mon avis. Alors moi j'y reviendrai, j'ai un petit avis sur la question. Mathieu, est-ce que tu as pu voir des extraits ou est-ce que tu as même pu voir le match? Et qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, notamment, comme l'a dit Adrien, de la performance incroyable de Milutinov? Alors je me laisse l'intégralité du plaisir pour un visionnage futur. C'est vrai que pour le moment j'ai juste vu des images à droite à gauche du match. Par contre oui, je ne pouvais pas passer à côté de la performance de Milutinov. C'est probablement la perf que je vais retenir aussi sur la journée. Incroyable. C'est un gros double-double. Sur les 19 rebonds, il y en a 16 qui sont offensifs. Donc dingue. Et puis c'est vrai que ça m'a fait plaisir aussi de voir Zach Ledé un petit peu en avant.
Je retiendrai aussi une autre performance sur un autre match, c'est Wade Baldwin, qui a été aussi assez incroyable dans la victoire face à Barcelone avec le Bayern. 29 points pour lui, 41 d'évaluation. Assez remarquable. Concernant la performance du CSKA Moscou, je pense que voilà, aujourd'hui ils sont premiers du championnat et c'est légitime quand on voit le niveau de force de cette équipe-là, même lorsque Mike James est un petit peu moins visible qu'à l'accoutumée. Bon, bah, il y a un joueur comme Milutinov qui peut sortir son épingle du jeu. Alors effectivement, on a eu un Mike James encore plutôt bon, même si l'adresse a fait défaut. Il fait 4 sur 12 à 2 points, 3 sur 12 à 3 points. Il fait surtout 11 passes, pardon, et notamment des passes clés à des moments importants du match, souvent pour Milutinov justement. Euh, j'ai une petite interrogation surprise là, les gars, pour revenir sur la performance de Milutinov et en général du CSK quant au rebond. Est-ce que vous savez où se positionne du coup le CSK en termes de performance avec ses 60 rebonds? Tout en haut. Tout en haut pour toi, Adrien, tu dirais quoi? C'est vrai que ça paraît quand même assez énorme. Ouais, ça doit être hardcore all-time, je sais pas. Eh bien non, ils sont juste deuxièmes. Et c'est ça qui est fou. Ils sont deuxièmes derrière, attention, l'Arka Gdynia, donc le club polonais, qui en avait capté 62 contre Sienne en 2012. Donc ce Ah, qui quand était même. déjà énorme. Ouais, ouais, Ah ouais, c'est ouais. eux qui détiennent le record. Et du coup, le CSK vient se positionner en deuxième position. Après, il faut retenir que du coup, avec leurs 30 rebonds offensifs, c'est là la meilleure performance collective all-time dans un match d'une équipe. Et Milutinov, bien sûr, avec ses 16 à lui tout seul. Donc voilà, le CSK, en termes de rebonds, a fait une performance assez exceptionnelle. Milutinov, on le savait, il est en train de monter en puissance. Là, il est clairement au-dessus de la mêlée. J'en reparlerai dans ma chronique, mais il s'est fait vraiment plaisir. Et puis pour revenir sur le match, j'ai retenu deux, trois petits trucs. C'est que justement, cette opposition entre Mike James et Kevin Punter, où il y en a un qui s'affirme vraiment comme un vrai leader, tandis que l'autre est toujours un vrai soliste. Et ensuite, je retiendrai une chose, c'était la qualité des arbitres. Alors c'est peut-être la première fois que je vais parler de ça dans une émission, mais j'ai trouvé le niveau des arbitres, mais moyen, mais très très moyen. Des coups de sifflet, mais des deux côtés en plus, il n'y avait pas de parti pris pour moi, c'était vraiment des deux côtés, où on a vu des coups de sifflet, où bah, des fautes quasi inexistantes, les joueurs se frôlaient même pas, ne se touchaient pas, ils sifflaient des fautes, ce qui a failli faire basculer le match dans les deux sens. Donc c'était assez bizarre à voir. Ça a pu frustrer un petit peu Milan comme le CSK. Et puis cette fin de match un peu folle où Mike James fait 1 sur 2 au lancer franc. Euh, il a voulu rater le dernier, sauf qu'il est passé trop vite sur la ligne. Les arbitres donnent la balle à Milan. Et derrière, Heinz se fait découper par raquette alors qu'il est en position de marquer. Et lui aussi va faire 1 sur 2, ce qui envoie le match en prolongation. Une prolongation bien maîtrisée par le CSK. Un CSK qui n'a plus perdu depuis le 29 octobre. Donc on attend cette fameuse équipe qui va pouvoir les taper. Mathieu, t'en as parlé. On va peut-être prendre direction tout de suite l'Allemagne et on va parler du Bayern, justement. Tu as évoqué Wade Baldwin. Enfin, que dire entre. Il y a tellement de choses que j'ai envie de dire dans ce match. Je vous laisse la parole et puis après, ben, pareil, je passerai à mon point de vue. Allez-y, les gars. Ouais, ben, comme je le disais, grosse perf de Wade Baldwin qui me fait extrêmement plaisir parce que on s'était déjà un peu posé la question du MVP de la saison et c'est vrai que j'avais mentionné Vladimir Lucic et on voit que cette équipe, ben, elle est capable d'aller prendre des gros matchs même sans sa star parce qu'il y a un super collectif, que Trinchieri il sait faire jouer ces garçons-là et un Wade Baldwin qui parfois peut se montrer extrêmement discret. Voilà, sur 30 minutes, c'est du 9 sur 14 à 2 points, 2 sur 3 à 3 points. Il met tous ses lancers francs. Ça fait du 41 déval, c'est énorme. Et en plus, voilà, il y a une vraie rotation, il y a une belle répartition des minutes chez les joueurs. Et finalement, Wade Baldwin, avec 31 minutes, c'est le plus gros temps de jeu de son équipe.
Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Par contre, côté du Barça, effectivement, on est dans une petite période de crise en ce moment. C'est assez compliqué. J'ai l'impression que l'équipe a tellement donné en fait sur le début d'année que là, ils subissent un peu le contre-coup. Perso, moi de mon côté, cette équipe, elle me fait plaisir à voir, cette équipe du Bayern, parce que déjà, elle a un super coach, c'est l'Italien Andrea Trinchieri. Et en plus de ça, en plus de Wade Baldwin, qui a été énorme donc sur le match, 29 points, ils ont des super joueurs comme Jalen Reynolds, que, qui est un joueur que j'adore, voilà. Ils ont Paul Zipser aussi, qui a aussi un super joueur. Mais ils ont beau avoir 11 victoires, 6 défaites, je m'attends quand même à mieux, quoi. À part en début de saison où ils ont enregistré 4 victoires de suite. Ensuite, ils avaient même une petite série de 3 victoires. Euh, j'attends mieux, quoi. Alors après, j'aimerais bien voir ce que ça va donner prochainement face à l'Olympiakos, au Zénith. Je pense qu'ils auront pas trop de soucis pour gagner, mais attention tout de même, ça peut être des matchs pièges. Et ensuite, il y a, il y a un gros calendrier qui les attend parce qu'ils vont jouer contre le Real, ils vont jouer contre Milan. Le Kimki, ça, je pense qu'ils n'auront pas de problème à les battre. Ils, ils croisent aussi le CSK ensuite. Et ensuite, de nouveau, ils vont aller jouer l'Alba Berlin, l'Asvel, des clubs comme ça. Donc je pense qu'il y a moyen là qu'ils puissent enchaîner une série de victoires. En tout cas, j'espère pour eux, mais c'est vraiment un club qui fait plaisir à voir, clairement. C'est clair que ce Bayern, du coup, confirme toutes nos attentes, euh, ou surprend aussi pour certains. Euh, on avait eu ce débat du fameux top 8. Il y en a beaucoup qui les avaient très hauts et c'est en train de se confirmer avec leur quatrième place. Pour ce qui est de la rencontre, vous avez tout dit pour Baldwin. Extraordinaire, incroyable, d'une classe folle. C'est lui qui a vraiment tenu le Bayern dans les moments chauds. L'apport autour est vraiment intéressant. Autant des fois on a beaucoup les intérieurs, Reynolds, voire même Johnson qui peuvent faire le travail. Là on a eu du Weiler-Babb et du Zipser. Super intéressant. Weiler-Babb a rentré des shoots à 3 points très importants aussi. Donc le Bayern confirme juste leur excellent début de saison. Barcelone, il faut rappeler deux petites choses sur ce match. Ils évoluaient sans Mirotic ni Davis, donc un secteur intérieur appauvri avec Puistovi et Smith en titulaire. Et du coup, se pose aussi un problème. C'est que Calates a fait ce qu'il pouvait, 9 points, 5 rebonds, 8 passes, très bien. Et derrière, bah, c'est le vide. C'est le vide parce que Adamanga, euh, qui de temps en temps porte la balle, a été en difficulté. Jasikevičius n'a pas été totalement satisfait de son apport. On a vu plusieurs fois le coach lituanien faire des remontrances à Anga. Et puis aussi à Bolmaro, qui, bon, lui, a l'excuse de la jeunesse. Mais du coup, Barcelone souffre un petit peu en ce moment. Est-ce que c'est inquiétant pour vous ou est-ce que c'est passager? Pour moi, très clairement, le Barça doit quand même se remettre en question. Je ne suis pas sûr qu'ils se soient vus trop beaux, mais ils ont quand même un gros besoin de se rassurer. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. 3 défaites de suite et un fond de jeu qui commence à perdre un peu de sa superbe. Est-ce que vous partagez cet avis, les gars? Ah, Ouais, clairement. je suis d'accord avec toi. En fait, moi j'ai cette impression que Jasikevičius est arrivé avec son playbook qui est gros comme un dictionnaire et qui leur a fait ingurgiter tout ça. Donc au début, on a eu quelque chose d'assez rentable et ça a tendance à s'essouffler. Et j'ai l'impression qu'on a perdu effectivement en pertinence dans le jeu, sans rentrer dans un style trop stéréotypé. C'est vrai que c'est une équipe qui finalement est un peu plus prévisible qu'en début d'année. Et qui va peut-être aussi moins bien exécuter ses systèmes. J'ai l'impression que voilà, il y a moins ce côté facile et serein dans leur jeu. Non, En plus, clairement, de mon côté, juste pour dire de mon côté, je partage clairement et ça va être intéressant de voir ce que ça va donner sur les prochains matchs, sachant qu'ils vont jouer, à part contre
Valencia et CSKA, ils vont jouer plutôt des clubs qui, qui sont abordables, quoi. Donc, à vérifier. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu dans le dur, quoi, clairement. Et pour une équipe qui a un gros collectif normalement, un coach qui aime le beau jeu, sur les 3 derniers matchs, ils ont du mal à dépasser les 15 passes décisives collectivement. Contre le Maccabi, ils étaient à 11 et les 2 derniers matchs, donc contre l'Anadolu et cette semaine contre le Bayern, ils sont à 15. Pour moi, c'est assez inquiétant dans une équipe qui partageait tellement bien le ballon en début de saison et qui, du coup, sur les 15 passes, en laisse 8 au seul Calates. Pour vous, est-ce que cette équipe a du coup un besoin urgent de retrouver un nouveau meneur? On sait qu'il y a le cas Hurtel qui est toujours en discussion. Est-ce qu'il faut un Léo Westermann? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de s'ajuster à ce poste ou donner plus de temps à Bolmaro? Pour vous, qu'est-ce qui est la solution? Oui, pour moi, c'est pertinent effectivement de récupérer un deuxième meneur derrière Calates. Bolmaro, aussi talentueux soit-il, ça reste un jeune joueur et je pense que voilà, pour lui, le plus important, c'est de progresser déjà aussi en ACB, en championnat domestique. Maintenant, je pense aussi que, comment dire, ça peut être un mal qui leur sera bénéfique à l'avenir, c'est-à-dire que peut-être le fait, voilà, ben aussi de devoir chercher d'autres solutions, d'autres alternatives et pas se cantonner à un seul style de jeu, ça peut être intéressant. Moi, sur le début d'année, je trouvais par exemple que des joueurs comme Abrines, Kyle Kuric, qui effectivement sont des très forts shooters, étaient quasi exclusivement abreuvés par Calates et finalement dépendaient que de lui pour être rentable. Et là, peut-être qu'ils vont être obligés aussi de porter un peu plus la balle et apporter autre chose. Ça peut être intéressant. Bien. Bon, ben, j'espère que le Barça fera beaucoup mieux. Alors, on était très déçus de leur attitude envers Thomas Hurtel. On est un petit peu déçus en ce moment de leur jeu. On le sait, la saison est longue, c'est un marathon, c'est pas un 100 mètres. Du coup, on verra bien à la fin de saison. Ils devraient être dans le top 8 et probablement plus si affinité. Voilà, ils ont un équilibre à trouver et on compte sur Jasikevicius pour le faire. Messieurs, est-ce qu'on enchaîne avec une autre rencontre? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez pu voir? Moi, j'ai 2 rencontres, mais je vous laisse le choix. Allez-y. Alors moi, personnellement, le Žalgiris, voilà, hein. J'en parlais déjà précédemment, mais le Žalgiris, il redresse la barre, clairement. Ils sont à 5 victoires de suite, sachant que ils avaient enregistré 6 défaites consécutives précédemment. Donc là, c'est énorme de les voir revenir comme ça. Et puis Marius Grigoni, c'est excellent, quoi. Il est à 16 points de moyenne sur les 5 derniers matchs. Donc voilà, c'est clairement un des artisans du succès du club. En plus de ça, il y a même Nigel Hayes qui fait des super perfs dernièrement. Et puis notre Geoffrey Lauvergne, voilà, hein, qui lui aussi est important dans le succès de cette équipe. Mathieu, tu partages le point de vue de. On sait que cette équipe, on l'aime beaucoup chez Ficelle. Est-ce que Ah tu ouais. partages cet avis d'Adrien? Ah ouais, totalement. C'est une vraie équipe coup de cœur et toujours agréable à regarder. Je trouve que Martin Schiller l'a vraiment bien prise en main. On avait une petite inquiétude passer 5-6 journées parce qu'ils étaient sur une série de défaites. Ça devenait un peu compliqué. Ils ont vraiment redressé la barre. Donc ça, c'est top. Après, j'ai pas envie non plus d'enlever de crédit à cette équipe de l'Alba Berlin qui est, je trouve, une des équipes les plus séduisantes dans le jeu. Mais c'est vrai que, bon, voilà, victoire pour le Žalgiris qui remonte la pente tranquillement et c'est une bonne chose. Là, ils sont repassés 6e au classement, donc objectif top 8 pour eux, hein, je pense, vraiment. Très L'Alba clairement, Ber- très clairement. L'Alba Berlin, par contre, je trouve plutôt inconstant, hein, parce qu'ils avaient enregistré 4 victoires de suite, et là, ils sont sur 3 défaites de suite. Donc, ils sont à 6 victoires, 10 défaites sur la saison régulière. Moi, je dis, il peut mieux faire. Alors après, on va pas se le cacher, hein, c'est une saison d'Euroleague très dense. Il y a des clubs qui se tiennent par peu de victoires. Mais en tout cas, ça me fait plaisir pour le Žalgiris.
Alors effectivement, l'Alba Berlin est dans une année très inconstante. Il y a eu en début de saison les problèmes de blessures, les cas de Covid. En plus, du coup, le coach a été touché ces derniers jours. Euh, Ça reste une équipe, on l'a dit, elle est en apprentissage. Il y a pas mal de jeunes. Pour moi, à cet Alba Berlin, il manque un fort joueur qui va te mettre 15 points, entre 10 et 15 points de moyenne assurés tous les matchs, plus sur les postes extérieurs, plus qu'à l'intérieur. À l'intérieur, il y aura du Sigma, du Tiemann. Ils arriveront à faire l'affaire. Je pense qu'il leur manque peut-être une pièce pour voir au-dessus. Là, pour l'instant, ça reste séduisant, mais ça a un plafond déjà atteint et Garcia Reneses va faire briller ses joueurs sans pouvoir en faire une équipe du top 8. Donc, à voir Ouais, dans je les suis prochaines entièrement années s'ils d'accord. confirment. Ouais. Je suis Ouais, entièrement ils d'accord ont. avec toi. Il leur faudrait une sorte d'ailier un peu scoreur qui puisse apporter voilà, une assurance au niveau de la marque, parce que c'est ce qui leur manque de temps en temps. C'est une équipe qui a beaucoup de création, une vraie qualité de collectif, mais avoir ce petit joueur qui des fois peut dire attends, je prends la balle et puis je fais la diff, Hein. ça leur ferait du bien. Voilà, peut-être essayer d'en récupérer un. Et pour le Zalgiris, bah, du coup, je ne peux que partager vos avis. Euh, j'ai l'impression que cette équipe est constamment en train de nous séduire. À chaque semaine, ils arrivent à trouver un truc par leur enthousiasme dans le jeu, par leur envie de bien faire, de partager. À chaque fois, il y a quasiment tout le monde qui marque. C'est super intéressant. Puis avec les piliers que sont Grigonis et Lauvergne, c'est absolument admirable. Plus, j'en parlais sur Twitter dans la journée, euh, des potentiels qu'ils ont. Marek Blazevic, Karolis Lukosiunas, ils sont là, ils vont arriver, ils poussent, ils ont un petit peu de temps de jeu de temps en temps. Martin Schiller, très bien, très très bien, il fait parfaitement le job et du coup on est très content pour cette équipe du Zalgiris. On enchaîne, les garçons. Je vais essayer de vous proposer un match. On va parler de l'Asvel. Je vais vous laisser en parler. J'ai beaucoup, beaucoup à dire sur l'équipe qu'ils affrontaient, c'est-à-dire le Fenerbahçe. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Fenerbahçe Asvel? Un Fenerbahçe retrouvé. Un Fenerbahçe qui a bien géré son match, qui a bien géré sa partie, qui était aussi très en adresse. C'est 63% au tir à 2 points, 41% à 3 points, sans forcer. Et une équipe plaisante qui semble retrouver son jus avec le retour de Colo. Il y a Jan Vezeli également sur le match qui s'est assez montré. On a Marko Guduric qui fait extrêmement plaisir à voir. Je suis content aussi de voir un peu moins Jared Eddy sur le terrain. C'est un joueur avec lequel j'ai beaucoup de mal. Mais oui, j'ai l'impression que Kokoskov a retrouvé un petit peu sa team et repart sur une bonne dynamique. Ouais, c'est clair. Et puis Vezeli, quoi. Vezeli, j'ai noté sur les derniers matchs. Alors, sur les derniers matchs, sur les 6 derniers matchs, il est à 13,5 points de moyenne. Et sur les 2 derniers matchs, il tourne à 16 points de moyenne. Donc, si le Fener peut aller s'imposer, euh, peut aller remporter des matchs avec un Vezeli au top, moi je dis tant mieux pour eux. Sachant que à côté de ça, c'est pas un intérieur qui prend beaucoup de rebonds. Là, je regarde sur les derniers matchs. Contre Vitoria, il avait pris que 3 rebonds. Contre Valencia, il avait pris 4 rebonds. Contre l'Olympiakos, le match précédent, il prend que 4 rebonds. Là, contre l'Asvel, il prend que 3 rebonds. Alors, ok, c'est un intérieur assez athlétique. Mais quand je vois les 3-4 matchs qu'il avait fait en début de saison, contre l'Étoile Rouge, il avait pris 8 rebonds. Contre l'Anadolu FS, 10 rebonds. 7 rebonds contre le CSK, 8 contre le Bayern. Il avait même fait un match à 11 rebonds contre le Kimki. Même si, bon, on sait que le Kimki, c'est la cata cette saison. Et donc voilà, c'est tant mieux pour eux. Je dis, s'ils peuvent retrouver le chemin du succès. Après, j'attends de voir les autres matchs. Mais c'est vrai que ils ont signé Marko Guduric. Donc ça, c'est super de le revoir en Europe. En plus, il a claqué 16 points, donc c'est super. Et puis Nando De Colo est assez régulier, donc c'est ce que j'attends de cette team, c'est qu'elle gagne des matchs. Et l'Asvel, ouais,
c'est un peu plus compliqué sur les derniers matchs, sachant que précédemment, ils avaient affronté le CSK. Mais bon, on sait que ça va être compliqué d'aller chercher plusieurs victoires. C'est déjà énorme qu'ils aient fait quelques coups, quoi, l'Asvel. Alors, je vais rebondir sur ce qu'Adrien a dit. Je vais tout de suite prendre le cas de l'Asvel. Un Asvel qui avait bien commencé le match et bizarrement qui tenait face au Fenerbahçe. Grâce à quoi? Grâce à son adresse. Le début de match, c'est que des tirs à 3 points quasiment pour les deux équipes. Il y a eu 5 tirs à 3 points sur les premières minutes. Du coup, l'Asvel tient forcément parce que l'Asvel a l'air de se plaire avec ce style. Alors certains n'aiment pas que j'utilise ce mot, mais ce style de jeu où on aime bien les tirs à 3 points. Malheureusement, ça n'a pas tenu en longueur parce que des chiffres qui sont imparables, 22 pertes de balles, seulement 13 passes décisives, une domination au rebond de la part du Fenerbahçe 34-26, zéro joueur de l'Asvel a plus de 10 évaluations. Il n'y a que Leity et Cole qui dépassent les 10 points, 11 pour Leity, 10 pour Cole. Et surtout, une adresse proche du cercle, oui, je dis bien proche du cercle, qui est inférieure à celle à 3 points, avec seulement 33%, 11 sur 33 à 2 points. Ça fait un peu tâche. Ça fait un peu tâche. Kevarius Hayes, je ne sais pas quoi en penser, très clairement. Ismaël Bako a beaucoup de mal à se mettre au niveau aussi. Et du coup, on se retrouve avec une équipe qui ne fait pas 40 minutes de très haut niveau. C'est très inconstant. On sait qu'il y a des valeurs, on sait qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais ça ne marche pas contre. Ça me permet de faire une transition vers le Fenerbahçe contre une équipe qui, comme l'a dit Mathieu, est retrouvée. En tout cas, je l'espère. J'ai été fasciné par le jeu sans ballon du Fenerbahçe. Vraiment, si vous avez l'occasion de revoir le match, faites-le. Euh, Peu de dribbles, beaucoup de mouvements à l'opposé du ballon. Un Yann Vezeli qui sert aussi de passeur ou de facilitateur de jeu. Nando De Colo, on le sait, c'est monsieur propre. Et puis forcément, je suis très content de revoir Marko Guduric en Europe. Et qu'est-ce que ça fait du bien à ce Fenerbahçe. On savait que le retour de Nando De Colo était déjà quelque chose de très bon pour eux. Mais là, le renfort de Marko Guduric remet clairement euh, de l'ordre dans cette maison du Fenerbahçe. Lorenzo Brown n'a plus besoin de faire tout et surtout n'importe quoi. Là, il arrive à trouver sa place. Il fait 14 déballes avec seulement 8 points. Mais à côté, il fait 7 rebonds, 4 passes, 2 interceptions. Voilà, il est juste dans son jeu. Effectivement, Jarel Eddy joue moins. C'est la preuve, c'est que ça gagne. Et du coup, cette équipe fait extrêmement plaisir. Deshaun Pierre, autant il faisait beaucoup de choses en attaque quand il manquait du monde, autant là, il est en mission défensive, il met un jus énorme et ça lui va très bien. Et puis Yann Vezeli, pour revenir sur lui, je ne sais pas vous si vous avez cette même sensation, mais j'ai l'impression que c'est typiquement le joueur de collectif. Il brille que si les autres vont bien à côté. Quand ça va pas, on le voit un peu moins. Il aime pas forcer les choses. Et là, il se fait plaisir. Il a une très belle connexion avec Nando. Et du coup, on a une équipe qui joue extrêmement bien au basket quand même. Ouais, Entièrement alors, d'accord. Vezeli, ouais, je regardais. C'est vrai que ça n'a jamais été un gros rebondeur, hein. Parce que je regarde les stats, là, je crois que c'est que le 20e meilleur rebondeur en Euroleague, hein. Pour un intérieur, ça me Après, c'est surprend. un intérieur qui aime partir du large et jouer en Ouais, face-up et attaquer le cercle. C'est pas le garçon qui va être les deux pieds dans la peinture, jouer des ouais, coudes ouais. pour prendre les rebonds, quoi. Mais tu vois, lui, j'ai jamais compris pourquoi il n'a pas réussi en NBA, tu vois, parce que je veux dire, il a justement les qualités athlétiques, c'est un intérieur un peu fuyant comme ça. Ah bah ça, c'est comme Toko Shengelia, hein. Mais bon, tant mieux pour nous. Ouais, ouais, tant Oui, mieux. et puis peut-être mauvaise période, mauvais moment, pas le Ouais, même je pense. style de jeu à l'époque, je sais pas. Ouais. Et puis je sais pas si en poste 5 en NBA, il aurait autant de rayonnement que ce qu'il a en Europe. Je sais pas, pourtant, ouais, il avait des grosses qualités athlétiques à l'époque, mais je sais pas. Je sais pas. Ouais, c'est Mais pas le comme même le dit contexte. Mathieu, tant mieux pour nous. Tant mieux pour Ouais, nous. On c'est est clair. très content de l'avoir chez nous.
On accélère un petit peu, les gars. Est-ce qu'il y a eu une ou d'autres rencontres que vous voulez débriefer ou est-ce qu'on peut Ouais, lancer le débat? Ouais, vas-y, je t'en prie. un petit mot sur l'Anadolu contre Madrid, 73-65 pour le Real. C'est un match que j'avais envie de regarder parce que je voulais utiliser le Real Madrid, dont je doute pas vraiment de la qualité, comme baromètre pour juger du niveau de l'Anadolu, avec le retour de Shane Larkin ces derniers temps. C'était un match assez amusant, notamment sur le début, parce qu'il y a une énorme intensité des deux côtés. Et on sent que les Fes veut jouer vite et mettre beaucoup de rythme dans le match. Et en face, on a une équipe de Madrid qui intègre Fabien Causeur dans le 5 majeur, ce qui m'a fait extrêmement plaisir, d'autant plus qu'il a été très bon sur le premier quart-temps. Et puis on avait Garouba au poste 5, Carlos Alocen à la main, donc des joueurs un peu moins expérimentés. Et Pablo Lasso, ces derniers temps, utilise de plus en plus Tavares en sortie de banc. Et je trouve ça absolument génial. Il l'avait déjà fait face au Zénith. Et c'est une idée qui est assez intéressante parce que dès qu'il rentre sur le terrain, ça réapporte une nouvelle dynamique. Et je pense que pour les équipes en face, c'est toujours difficile de s'adapter. Après, voilà, l'Anadolu était devant. Milieu de troisième quart-temps, on a un bon passage de la Provitola, de Sergio Llull. Et puis finalement, le Real finit par repasser devant. C'est intéressant aussi de voir que il utilise la profondeur de son banc. Par exemple, sur le quatrième quart-temps, c'est Jeffery Taylor, Jesse Carroll qui vont mettre aussi des gros paniers à 3 points. Et moi, ce qui m'a pas mal inquiété, en fait, c'est justement l'utilisation de Shane Larkin et son adaptation dans l'équipe depuis son retour. Je vais vous demander votre avis tout de suite, mais moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est l'équipe qui doit s'adapter à Shane Larkin et pas l'inverse depuis qu'il est revenu. C'est-à-dire qu'on le voit faire ce qu'il faisait très bien l'année dernière avec des gros tirs sur une jambe à 3 points, des circuit shots, sauf que ça rentre pas forcément et peut-être parce qu'il s'est peut-être pas, comment on dit, il s'est pas mis encore en condition pour pouvoir réussir ce genre de performance. Je suis totalement d'accord sur Shane Larkin. Alors, d'autant plus qu'il a bien pourri mes dernières semaines de fantasy avec vous. Parce qu'à Ça, chaque fois que je l'ai pris, il a fait des performances catastrophes. Et la semaine où je le prends pas, il fait 37 dévals. Donc déjà, je lui en veux pour ça. Et ensuite, je partage ton point de vue. C'est que du coup, l'Anadolu a tenté ou a appris à faire sans lui. Là, il revient. Donc les autres sont obligés encore de faire des efforts pour se mettre à son niveau. Sauf que lui, bah, du coup, on a l'impression que bah, il est un peu perdu quand même cette saison. Il ne sait pas s'il doit faire briller le collectif. Il oublie que c'est une machine d'attaque incroyable et qu'il est capable de ce genre de performance qui nous a sorti contre Barcelone. Et du coup, ben, on ne sait pas trop. Il y a une espèce de vide dans le jeu de l'Anadolu où ben, personne ne sait vraiment qui doit prendre les clés du camion, qui doit vraiment performer. Les coéquipiers se disent, ben, nous, on est capable de faire un truc collectivement. Larkin se dit que ben, c'est peut-être un déclic et que s'il force, eh ben, ça va marcher. Et ben, au final, l'Anadolu, ben, il s'en sort pas vraiment en ce moment. Adrien, je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, clairement, l'Anadolu FS décevant. L'inverse total de la saison précédente, même si j'ai envie de dire la saison précédente, c'est dommage parce qu'ils ont été coupés dans leur élan à cause de la saison qui a été annulée finalement, suite au contexte sanitaire. Et c'est vrai que cette année, ils déçoivent. Et cette année, à l'inverse de la saison précédente, on voit beaucoup plus Mike James se mettre en valeur que Shane Larkin. Alors après, je sais pas, on a l'impression que, je sais pas si c'est quelque chose qui s'est, on a l'impression que c'est quelque chose qui s'est cassé ou je sais pas si c'est ça, mais c'est vrai que moi je suis déçu de l'Anadolu FS, ouais, et de Larkin Ouais, notamment. c'est clairement une déception, clairement. Ouais, je pense que peut-être le démarrage sans Larkin leur a fait beaucoup de mal. Et puis, ils n'arrivent pas à retrouver un rythme collectif, j'ai l'impression. Donc, c'est assez inquiétant. Ils sont hors du top 8. Ils sont 11e à une victoire de Milan, mais il y a quand même des équipes qui apportent un peu plus de garantie entre l'Olympia. Il y a l'Olympiakos Vitoria. Attention, l'Anadolu, attention. C'est ouais, clairement une situation de crise là.
C'est pas simple, hein. D'autant plus qu'il joue avec des rotations toujours très serrées. C'est toujours des rotations très réduites de la part d'Ataman. Mais là, ouais, sur le match, enfin, moi j'ai trouvé ça criant. C'est dès le début de la rencontre, Shane Larkin qui apporte beaucoup de déchets. Et Vasilij Micic n'était pas titulaire. Et dès qu'il est rentré, ça a rapporté un peu de structure dans le jeu. Et je me suis dit, ouf. Donc j'espère qu'il va réussir à retrouver un peu de sa superbe et nous faire à nouveau saliver. J'espère. Après, ils ont un mois de janvier qui peut leur permettre de retrouver de la confiance, on va dire. Ils vont jouer Villeurbanne, Berlin, le Khimki, le Zénith. Alors Zénith, on sait que ça joue très bien, donc ça va être aussi un petit révélateur. Et après, ils terminent le mois de janvier en jouant l'Étoile Rouge et le Maccabi. Donc ils ont un mois de janvier un peu moins chargé, parce que là, ils viennent d'enchaîner Vitoria, Valence, le CSK, Milan, Barcelone, le Real. Donc 5 défaites sur les 6 dernières rencontres. Ils ont quand même réussi à prendre Barcelone sur un exploit de Larkin, justement. Donc, comprenez ce que vous avez envie de comprendre avec ces petits trucs. Donc voilà, un mois de janvier un peu plus soft, mais où il va falloir assurer. Donc, Ataman a du boulot à faire pour rassurer les fans de l'Anadolu et puis nous rassurer un peu plus pour une équipe qui est censée être dans le top 4 de l'Euroleague. Moi, je suis en train de regarder le 5 majeur. J'ai pas vu le match, mais je suis en train de regarder le 5 majeur du Real. Et j'ai envie de vous poser une question. Pablo Lasso, il a trollé. Il a trollé tout le monde. Carlos Alocen, Ousmane Garouba, Fabien Causer, Trey Tompkins, Alberto Abalde. Et il se garde sous le coude Tavares, Llull, Laprovitola, Fernandez, Gabriel Deck. Il a voulu troller. Ah bah il a clairement trollé, mais ça a tellement bien marché. Enfin, la Provitola tranchant, Lioul, on n'en demandait pas plus. D'ailleurs, dans le troisième quart-temps, c'est lui qui donne pour la première fois l'avantage à la marque au Real Madrid sur une passe d'Abalde en transition, tir à 3 points en catch and shoot direct. Et voilà, avoir des éléments comme ça qui peuvent sortir du banc, enfin, ça brouille les pistes et je pense que psychologiquement, c'est pas évident pour les adversaires. Ben, moi, perso, le Real, je comprenais pas trop pourquoi ils gardaient encore des joueurs comme Rudy Fernandez, Sergio Llull, même si c'est des valeurs sûres, mais je trouvais que c'était vieillissant sur pas mal de postes, sachant qu'ils ont encore Jesse Carroll. Mais au final, en voulant miser sur la continuité et en allant chercher à droite, à gauche, un peu de sang frais, ben, ils cartonnent. Voilà, j'ai noté, ils sont à 11 victoires sur les 12 derniers matchs. La seule défaite, c'est contre le CSKA Moscou. Contre les invincibles du moment. Effectivement. C'est incroyable parce que du coup, c'est Olivier, je crois, qui en avait parlé, qui disait de toute façon, le Real va nous faire du Real. Au début de saison, ça se cherchait, on ne comprenait pas tout. Et finalement, c'est en train de dérouler. Et ça déroule en se permettant d'avoir une gestion d'effectifs. Ça, on avait une discussion aussi là-dessus. Une gestion d'effectifs incroyable. Tout le monde joue, tout le monde gagne du temps de jeu. Ça change les 5 majeurs, ça brouille les pistes. Et puis, comme l'a dit Mathieu, ben, Fabien Causer, quand il joue, c'est toujours très cool à voir. Et on est très content d'avoir Fabien Causer à ce niveau-là. Euh, pour finir sur lui, j'aimerais bien qu'on ait un jour ce débat-là, mais j'ai pas l'impression qu'on saisisse vraiment la chance d'avoir un joueur de ce calibre-là dans un des plus grands clubs du monde. Euh, je trouve que Fabien Causer, on le met pas assez en avant et pourtant il est tellement précieux au sein du Real. Moi c'est la sensation que j'en ai. Je sais que tout le monde ne partagera pas mon avis, mais je trouve que Fabien Causer au Real, ça a toujours bien fité et qu'il est ultra important dans cet effectif-là. Et un jour, il faudra vraiment qu'on se souvienne que ce joueur est un joueur important du Real Madrid. Ouais, c'est entièrement vrai. Il a une capacité à saisir les opportunités quand il est sur le terrain. C'est pas forcément un joueur qui va briller quand il a le ballon dans les mains, mais voilà, dès qu'il y a des intervalles, dès qu'il y a des choses à faire, ben, il vient combler. Et puis là, sur le match-là, en 16 minutes, il met 15 points, quoi. Donc, et c'est toujours des tirs bien choisis, bien sentis, de l'agressivité sur de l'attaque de cercle, du tir à 3 points dans le corner, des choses simples, mais terriblement efficaces. Super joueur. Rapport temps de jeu, efficacité incroyable avec Fabien, l'ancien Choletais. Est-ce que on conclut et est-ce qu'on passe au débat qui va encore être animé? Yes. Ouais, on passe au débat. C'est Super. parti.
Alors, du coup, cette semaine, le débat va tourner autour du basket espagnol. En effet, en Euroleague, nous avons la présence de 4 clubs espagnols, le Barça, le Real, Valence et Vitoria. Et du coup, c'est Adrien qui se posait la question, est-ce que les clubs espagnols n'imposent pas trop leur règne en Coupe d'Europe, donc dans cette Euroleague en particulier? Voilà, on va débattre de tout ça. Qui veut commencer? Qui veut prendre la parole? Est-ce que je te donne la parole, Adrien, vu que c'est toi qui as lancé le débat, ou est-ce que tu veux l'avis de Mathieu avant? Et puis on échange, on discute, et puis on va se titiller encore comme chaque semaine. Si Mathieu veut bien nous donner son avis avant. Ça marche. Alors, bon, mon avis, c'est que 4 représentants espagnols, ça ne me dérange pas. Mais que si on en retirait un pour offrir un spot supplémentaire à une autre équipe, type Virtus Bologne par exemple, je ne serais pas contre. Quand on regarde un petit peu les Espagnols, on va dire que le fait d'avoir 4 représentants, c'est déjà pas choquant. Est-ce que vous savez à quelle saison il faut remonter pour trouver trace d'un Final Four où il n'y avait aucun représentant espagnol? Ça doit dater. Ouais, c'était la saison 2003-2004. Ah oui, quand même. Donc depuis 2003-2004, on a toujours eu au moins un représentant espagnol au Final Four. Là où évidemment ils vont avoir à mon sens des gros arguments, c'est déjà sur la qualité de structuration des clubs. C'est des clubs qui arrivent toujours à atteindre un certain niveau d'excellence et à garder une certaine compétitivité. Et même un club comme Baskonia, par exemple, je suis agréablement surpris de voir le niveau de jeu proposé cette saison, alors que cet été, ils ont perdu Tornike Shengelia, qui était quand même leur meilleur joueur. Ensuite, c'est aussi des clubs qui ont quand même des budgets très intéressants. Alors, c'est surtout porté par le Barça, qui est premier au classement des budgets en Euroleague cette année, et le Real, qui est troisième. Baskonia 11e, Valencia 13e, mais ça reste, on va dire, globalement dans la moyenne. Après, on a aussi une taille des infrastructures qui va plaider en leur faveur. C'est des stades qui vont de 7500 à 15 000 places pour les 4 clubs. Et puis, de manière générale, on a des bonnes performances des clubs espagnols en Euroleague, mais aussi en Eurocup et en BCL. Si vous regardez en Eurocup, Gran Canaria, Andorre, Malaga, Badalone, ça gagne. En BCL, Burgos, Saragosse, Bilbao, Tenerife aussi. Donc il y a quand même beaucoup d'arguments pour se dire que oui, miser sur des clubs espagnols, c'est pertinent. Et même aujourd'hui, si vous regardez le classement actuel de l'Euroleague, voilà, le club le plus bas classé des Espagnols, si je ne dis pas de bêtises, c'est Baskonia, qui est 9e, donc aux portes du top 8. Donc ça, c'est les arguments plutôt positifs que j'avais retenus. J'ai aussi des arguments négatifs, mais je les garde peut-être pour après. Je ne sais pas si vous voulez déjà rebondir sur ce que j'ai dit. Adrien, je t'en prie. En ce qui me concerne, je dirais, est-ce que c'est justifié? Je dirais que dans un sens, oui, parce que déjà c'est la meilleure ligue d'Europe. C'est une des mieux structurées. En plus de ça, c'est la Ligue d'Europe qui a le meilleur niveau. Le championnat espagnol est très dense. Et je dirais que c'est le souci aussi, c'est que là où on ne serait pas d'accord, c'est qu'on dirait que la représentativité, finalement, il y en a moins parce que ils règnent sur l'Euroleague vu que c'est eux qui ont le plus de clubs. Mais d'un autre côté, quelque part, ça s'inscrit aussi dans ce discours de l'Euroleague de se dire faut qu'on ait des clubs ambitieux. Et ça, quand tu regardes les différents pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, ils n'ont que 1 ou 2 représentants en Euroleague. Pourquoi? Parce que c'est des pays où le basket, finalement, est pas un sport, comment dire, fait pas partie des sports qui sont le plus médiatiques, voilà. Alors qu'en Espagne, certes, il y a le football, mais c'est le deuxième sport. Et en plus, ils ont la meilleure ligue en Europe, ils attirent les meilleurs joueurs. Donc ça, déjà, je pense que ça joue, clairement. Et je dirais aussi que, en ce qui concerne la représentativité, c'est là où ça pose problème. Et c'est là où on peut se demander, vu que les autres pays se sentent peut-être un peu oubliés, désormais, est-ce que ça serait pas mieux comment dire, d'ouvrir un peu plus l'Euroleague tout en restant sur le même modèle un peu fermé, quoi. De toute façon, on se dit que ça va peut-être pas évoluer, ça, en proposant quelquefois, au lieu de 18 équipes, 20 équipes, quoi.
Par exemple, on sait que ces dernières années en Grèce, la l'AEK Athènes revient fort, même s'ils ont décidé pour l'instant de jouer avec la BCL, pourquoi pas dans les années à venir les revoir en Euroleague. On sait que la Virtus Bologne voudrait de nouveau une place de choix dans ce genre de compète. On sait qu'il y a le Partizan aussi qui voulait revenir en Euroleague. Alors, c'est vrai que le Partizan, ils n'auront jamais un gros budget comme des mastodontes genre Barça, Real ou des clubs comme Milan, mais ça reste quand même un club important en Serbie. Donc voilà, là je me dis, oui, il y a peut-être une hégémonie de l'Espagne, mais est-ce qu'on pourrait pas réouvrir un petit peu plus la compétition parce qu'il y a des clubs ambitieux derrière? En tout cas, c'est mon avis. Alors, si je peux me permettre, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, notamment sur ce qu'a dit Adrien, qui du coup nous parle de la représentativité. Moi, ce que j'ai regardé, du coup, d'abord, c'est comment les clubs en sont là. Barcelone, Madrid, Vitoria, c'est les clubs, on va dire, historiques, ils ont une licence longue durée. Valence, sa présence, ils la doivent qu'à eux-mêmes, parce que du coup, eux, ils ont gagné l'Eurocup. Donc, ils ont eu un challenge en plus avant d'y arriver, c'est de gagner cette Eurocup. Donc, finalement, leur place, ils la méritent. Ils méritent d'être là. Donc, effectivement, ça fait 4 clubs espagnols. Si on regarde de plus près, en termes de représentativité, du coup, on a 3 clubs russes. Très bien. Et sur ces 3 clubs russes, du coup, on a le Khimki Moscou qui profite juste d'être finaliste de la VTB League, et le Et d'avoir beaucoup Zénith, de sous. et d'avoir beaucoup de sous, du coup. Et le Zénith, qui en plus d'avoir beaucoup de sous, a reçu une wildcard la même année que l'Asvel. Sauf que, on le voit, alors, le Zénith pour l'instant, je les mets à part parce que cette saison, ça joue bien. Mais du coup, quid du Khimki Moscou? Voilà. Pourquoi on les garde? Et finalement, si on regarde de plus près, si on enlève Valence et qu'un autre club type Partizan, Virtus gagne l'Eurocup, ça fait 3 clubs espagnols pour 3 clubs russes. Donc pour moi, en termes de représentativité, l'Espagne est à sa place finalement, parce que Mathieu a commencé par... oui, c'est Mathieu qui a commencé par ça en disant que c'était la meilleure ligue d'Europe. Du coup, qui dit meilleure ligue d'Europe, dit forcément, il faut des clubs de ce championnat. C'est comme la Ligue des Champions en foot, où c'est calculé sur un ranking. Plus les équipes et leurs pays vont être forts, plus ils vont avoir un ranking haut et plus ils vont avoir de représentants. C'est tout à fait normal et c'est pour ça qu'en foot, on a beaucoup de clubs anglais, on a beaucoup de clubs espagnols aussi. C'est qu'à un moment donné, sur le terrain, ils n'ont pas chômé depuis des années, c'est des gros monstres et du coup, bah, ils méritent. Clairement, le Barça, le Real, Vitoria, qui va critiquer leur licence longue durée? Donc déjà, on part déjà avec 3 clubs espagnols. Et ensuite, on en a un autre qui gagne les coupes, qui donne des tickets pour cette Euroleague. Donc pour moi, ils sont à leur place. Ils sont clairement à leur place. Enfin, on va pas juste en termes de représentativité leur reprocher d'être là, alors que finalement, ils la méritent leur place. Parce que moi, je veux bien qu'on ouvre la porte à n'importe quelle autre équipe d'un autre pays. Hein. Moi, je serais le premier à vouloir le Partizan dans cette Euroleague ou même la Virtus Bologne pour faire un deuxième club italien. Mais l'Espagne, en aucun cas, y est pour quelque chose. Ils ont 3 clubs historiques. C'est des monstres qui ont, dans l'histoire de l'Euroleague, toujours été là à performer. Et ils ont un autre club qui domine l'Eurocup. Du coup, si on commence à s'interroger sur leur place, la place des clubs espagnols en se disant ouais, ça fait un peu trop, je suis désolé, on va pas les excuser. Enfin, ils vont pas s'excuser d'être trop forts en fait. Ils vont pas s'excuser d'être trop forts parce que même en Eurocup, c'est eux qui dominent et même en BCL, c'est l'Espagne qui domine. Donc, on va pas commencer à se dire ça, quoi. Alors, je suis plutôt de ton avis, hein. Je suis assez d'accord. J'avais quand même essayé de trouver des arguments un petit peu négatifs. Alors, c'est sûr que là, par rapport à Valencia, ils ont mérité leur place, donc elle ne se remet pas trop en question. Mais imaginons que voilà, l'Euroleague serait prête à accorder 4 places fixes à des équipes espagnoles. Je me posais tout simplement la question de savoir s'il n'y avait pas justement d'autres équipes aussi qui pouvaient prétendre.
avoir le niveau d'un club comme Baskonia ou Valencia et être au moins un aussi bon représentant. Et bon, j'avais surtout retenu la Virtus Bologne, mais j'ai aussi la sensation que voilà, pour l'Euroleague, ça serait un peu une facilité de miser sur des équipes espagnoles parce qu'on sait que sur le niveau plancher qu'elles vont proposer, on sera supérieur à d'autres championnats. Sur le niveau plafond, on va pas être très supérieur, c'est-à-dire que le Real, le Barça, ben, c'est pas forcément plus fort que le CSK à Moscou, que le Fenerbahçe, que les autres grands clubs européens. Mais sur le niveau plancher, je pense que la facilité pour l'Euroleague, c'est de s'assurer d'avoir un niveau qui soit au moins dans la moyenne. Mais je pense qu'effectivement, on voit le championnat italien qui revient très bien, même le championnat français, on a des clubs qui sont bien représentés aussi en BCL, en Eurocup. Ça pourrait être intéressant de se dire, eux n'ont qu'un seul représentant, peut-être leur en offrir deux. On sait effectivement qu'il y a des clubs qu'on pourra partir éliminer un club serbe et dire à l'Étoile Rouge vous venez plus, c'est pas possible. Pour les clubs lituaniens, Žalgiris, c'est pareil, il faut au minimum un représentant. Sinon, l'alternative à ce moment-là, ça serait plutôt d'aller taper sur les clubs russes, comme tu le disais, et à ce moment-là, ça serait le Khimki. Est-ce que ça serait pas d'ailleurs intéressant d'avoir un système de relégation juste sur le dernier de l'Euroleague à l'issue de chaque saison? Eh ben moi, je partage cet avis. Je pense qu'à un moment donné, si on veut du renouveau, il faudra aussi que l'Euroleague s'attarde sur cette question, à se dire, on ne peut pas supporter que le Khimki Moscou soit les New York Knicks de l'Euroleague, à jouer de manière pétée toute l'année, finir avec moins de 10 victoires chaque année, et être là sous prétexte que en VTB League, après le CSK, c'est eux, forcément. Il y a le Zénith aussi qui s'invite dans la danse, mais c'est souvent eux qui sont finalistes. Donc, il va falloir revoir cette place de finaliste de la VTB League, surtout que, si je me souviens bien, la place qui est donnée à l'Étoile Rouge, enfin, du coup, parce que c'est eux qui l'ont gagné, mais par rapport à la Ligue Adriatique, elle les voit disparaître. Donc, si on laisse le Khimki Moscou en finaliste de la VTB League, mais qu'on condamne des clubs comme l'Étoile Rouge ou le Partizan qui pourraient venir, là, ça va devenir problématique. Donc oui, je suis d'accord, il va falloir revoir au moins ce système-là sur la fin pour qu'il y ait un renouveau, parce que clairement, sous prétexte d'ouvrir, etc., il va falloir qu'on condamne des clubs qui sont forts et qu'on laisse des équipes comme le Khimki, enfin, je prends le Khimki cette saison, voilà, on va dire qu'on en fait trop sur eux, mais je suis d'accord qu'il faudrait quand même se pencher sur une relégation ou plus d'échanges avec les autres coupes d'Europe. Une, deux, trois places et continuer de donner des wildcards comme le Bayern, l'Asvel ou le Zénith l'ont eu. Et alors, Globalement, je partage ce qui est dit par rapport à l'Espagne, le fait qu'ils aient 4 clubs, c'est justifié quelque part parce que bon, les résultats sont là, quoi, avec les clubs comme le Real, le Barça notamment. On sait en plus que voilà, ils ont la meilleure ligue en Europe. Mais pourquoi 4 clubs déjà? Pourquoi pas 3? Parce que 4 clubs, moi je trouve que ça fait beaucoup déjà. Après, je suis d'accord, il y a les... Parce que les quatre, je viens de te le dire, Valence, ils gagnent l'Eurocup, donc ils sont forcément invités. Sinon, il y en a trois. Trois, ça va. Mais c'est qu'ils sont tellement forts qu'en Eurocup, ils gagnent aussi la coupe. Alors ouais, c'est vrai. J'avais pu penser au fait que Valence avait remporté l'Eurocup, mais c'est vrai qu'il y a les résultats. Voilà, on peut pas se le cacher. Moi, je me souviens d'une époque quand j'ai commencé à suivre l'Euroleague, donc dans les années 2006-2007. C'était encore l'Euroleague ouverte avec les groupes. Chaque équipe était reversée dans diverses poules. Moi, je me souviens qu'il y avait l'Italie. Ils avaient encore 3 ou 4 clubs à l'époque. Et c'était parce que il y avait eu la fameuse période où le basket italien avait des clubs encore performants jusqu'au début des années 2000 à peu près. Et au moment-là, ils n'avaient plus de résultats. Et moi, je me souviens qu'effectivement, durant cette période-là, il y avait pas mal de gens qui n'étaient pas d'accord avec le fait que l'Italie avait 3-4 clubs. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, ils n'avaient plus les résultats. Ça ne suivait plus derrière. Donc par rapport à ça, effectivement, je suis du même avis que vous. L'Espagne, elle mérite sa place. Mais le souci, c'est par rapport aux autres pays, quoi. Les autres pays, on se rend compte qu'au final, à part 1 ou 2 représentants, il y a très peu de clubs maintenant. Et c'est là où ça pose question. C'est là où ces pays-là ont le sentiment que l'Espagne a une hégémonie. Et c'est là où on peut se demander comment ils pourraient de nouveau, ces pays-là, avoir des clubs en Euroleague. Mais je le dis franchement, hein, on ne va pas se le cacher. Quand on voit le peu d'espace médiatique accordé au basket dans plusieurs pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, déjà ça pose question.
En plus, il n'y a plus forcément les thunes, ou alors nous, on sait qu'on n'a jamais eu des gros moyens, à part avec l'Asvel maintenant. Et en plus de ça, il y a les autres championnats, les autres pays où c'est médiatisé, mais où c'est mal géré financièrement, quoi. Et c'est là où l'Espagne arrive à un peu mieux gérer le truc, quoi. Donc, je dis pas, oui, il mérite, mais après, si on parle en termes de représentativité, là, je pense que les gens se tourneront plus vers des coupes FIBA, même si c'est pas la même exigence et c'est pas la même ambition, quoi. C'est ce qui élève le niveau vers le haut, clairement, oui, c'est l'Euroleague, on est d'accord. Et puis, tu as un petit Alors, truc tout bête, hein, mais alors statistiquement, la probabilité est très faible, mais tu as 4 représentants espagnols. Ce qui veut dire que tu peux te retrouver avec un Final Four avec 4 représentants espagnols. Et du coup, est-ce que ce serait pas un peu dommage, quand on parle d'une compétition européenne, d'avoir que des représentants d'un même pays? Ben voilà, c'est ce que je ouais, dis. mais Mais les gars, enfin, je veux bien entendre votre argument sur ça, mais si ce sont les clubs les plus forts sur le terrain, parce que Alors, je là, te ils repose juste achètent. une autre question. C'est juste pour rester. Tout à l'heure, on parlait de l'idée, par exemple, de faire une relégation sur le dernier du classement. Et tu n'étais pas trop contre cette idée-là. Imaginons que d'ici la fin de la saison, c'est le Panathinaikos qui finit dernier et qui, du coup, est potentiellement relégué. Ça te ferait rien du tout, par exemple, d'imaginer que Panathinaikos n'est plus en Euroleague? Bah, historiquement, si, ça fait bizarre. Mais si on se met sur la base du sportif et qu'on se dit, voilà, le dernier il dégage, bah, s'ils ont mérité leur Mhm. relégation, ils méritent leur relégation. D'autant que, alors ça, je vais troller un petit peu au niveau de ma réponse, mais d'autant que finalement, le président, enfin le propriétaire, il avait envie que le Panathinaikos dégage de l'Euroleague, parce que ça leur va pas, parce que ceux-ci, ils ont toujours un pied de travers. Mais si on parle vraiment, pour être sérieux, si on parle vraiment du sportif, si on définit une ou deux places de relégation, si le Pana doit partir, ils doivent partir. Et si on donne deux tickets, on va dire, allez, pour faire égalitaire et comme ça personne ne me tombera dessus, un ticket Eurocup qui monte en Euroleague, un ticket BCL qui monte en Euroleague, et bien si c'est un club suisse, belge, qui a mérité sa place sur le terrain, et bien qui vienne en Euroleague. Mhm. Mais moi, ça ne me dérangerait D'accord. pas d'avoir un Final Four 100% espagnol si sur le terrain, ils ont martyrisé tout le monde. Bon, très franchement, ça arrivera pas parce que du coup, il y aura toujours un CSK ou il y aura toujours un club comme ça pour emmerder. Mais si ça devait arriver, mais ça peut être 4 clubs français, ça peut être 4 clubs grecs, je m'en fiche. Mais moi, je pars toujours de ce principe. Si sur le terrain c'est mérité, bah, pourquoi, pourquoi on va le contester? Et puis, Adrien tout à l'heure disait un truc, c'est euh, je ne sais plus comment il avait formulé ça, mais c'est comment les autres pays pourraient avoir des clubs en Euroleague par différents biais. Mais bah, du coup, travaillez, les gars. Là, sous les yeux, j'ai le palmarès de l'Eurocup. Sur les 10 dernières années, il y a 4 fois, c'est un club espagnol qui l'a gagné, 3 fois Valence. Et après, chaque année, ils ont réussi au moins à placer un finaliste. Donc Valence a gagné en 2010, Séville, Valence, Bilbao étaient finalistes les 3 années d'après, Valence regagne en 2014, Grande Canaria est finaliste en 2015. Il n'y a qu'en 2016 et en 2018 où il n'y a aucun club espagnol, parce que 2016, c'est la fameuse finale Galatasaray-Strasbourg. En 2017, on a Malaga qui gagne contre Valence. 2018, c'est le Darussafaka contre le Lokomotiv Cuban. Et en 2019, du coup, Valence qui récupère cette place contre l'Alba Berlin. Si je prends la Ligue des Champions, sur les 4 éditions qu'il y a eu, Tenerife gagne la première édition, Burgos gagne en 2020, Tenerife s'invite en 2019 en finale. Et ensuite, on en 2018, quand Monaco est en finale, c'est Murcie qui est à la 3e place. Donc, que ce soit en Euroleague, en Eurocup ou en Ligue des Champions, l'Espagne domine. C'est un cycle où, depuis 2000, on va dire 2010, l'Espagne est trop forte. Donc pour l'instant, c'est eux qui prennent le mérite et qui sont représentés comme ça. Donc en Mhm. Euroleague, on a Barcelone, Madrid, Vitoria parce que c'est des historiques et qu'ils ont une licence longue durée. Et après, ben, il y a un ticket qui est disponible en Eurocup. Alors, on ne va pas tomber dans le débat ligue fermée, comment l'Euroleague doit fonctionner, machin. C'est pas le propos du jour. Mais du coup, il y a un ticket qui vient de l'Eurocup. Et en Eurocup, je viens de vous faire la liste sur les 10 dernières années. Il y a tout le temps au moins un club espagnol quasiment. Ben voilà, ben les autres équipes,
il y a un biais par lequel aller. Donc, l'Asvel, c'est un beau projet, etc. Il y a un biais aussi, c'est l'Eurocup. Ben, les gars, charbonnez, essayez de les taper, les clubs espagnols. Faites-les déjouer, soyez plus malins, faites du beau basket. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. On voit le Cuban qui joue très bien. On voit la Virtus qui joue magnifiquement bien et qui potentiellement l'année prochaine prendra une place en Euroleague et on en sera tous très contents. Mais moi, ce que j'ai pas envie, c'est qu'on remette en doute des gars qui méritent d'être là et qui sportivement font le taf. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est l'aspect sportif. Et moi, sur ma conclusion par rapport à ce débat, c'est vrai que j'en tirais que j'avais aucun a priori sur le fait qu'il y ait 4 représentants espagnols et je trouvais même ça justifié. Par contre, je ne suis pas contre l'idée d'avoir peut-être d'autres représentants. C'est vrai que la Virtus Bologne, qui est une équipe qui me tient très à cœur, j'aimerais l'avoir dans cette compétition-là. Et à ce moment-là, c'est peut-être plus aller chercher sur d'autres équipes. Et tu parlais du championnat russe. Et le Khimki Moscou est une excellente preuve. Le seul souci aujourd'hui qui fait que les choses pourraient coincer, c'est que l'Euroleague ne fonctionne pas uniquement sur la sportivité, mais aussi sur d'autres dimensions, comme l'aspect budgétaire, financier, qui apportera toujours, on va dire, satisfaction par des équipes comme le Khimki, quoi. Mais En ça, tout un jour, cas, je pense que Real, ça sera bien. ouais. Oui, vas-y, Vas-y, termine, vas-y. Mathieu, je suis désolé. Non, je voulais juste dire que finalement, pour moi, Real, Barça, Baskonia, Valencia ont entièrement leur place dans cette compétition. C'est des équipes qui nous régalent et elles méritent parfaitement d'être là. Non, puis pour ajouter, les clubs russes, je suis d'accord, hein. Les clubs russes, c'est vraiment purement par rapport à l'aspect financier. Même si le Zénith a de bons résultats, ça fait plaisir. Mais je pense aussi que c'est parce que la VTB, déjà, on peut considérer que c'est la deuxième meilleure ligue en Europe. Et en plus de ça, ça repose sur le principe d'avoir des clubs à gros budget notamment. Et c'est là où les Russes ont rectifié le tir quand ils avaient beaucoup de clubs qui avaient des problèmes financiers. Ils se sont dit on va pas se prendre la tête, on va un peu, on va remettre de l'ordre dans tout ça et on va regarder que les clubs qui sont sur les rails financièrement quoi. Et c'est là où les autres ligues d'Europe comme la Turquie ont mal géré le truc quoi. Quand je voyais Galatasaray à l'époque en Euroleague, j'y croyais. Au final, c'est un gouffre financier. Quand je vois les autres clubs comme Beşiktaş, les équipes comme ça, au final, c'est là où l'Espagne est très forte. C'est-à-dire que à la fois, c'est un pays où le basket fait parler, et en plus de ça, alors après, il y a des clubs genre milieu, bas de classement où c'est pas parfait. Il y a vraiment des soucis, il y a un peu des soucis financiers. Mais au final, ça tient quand même quoi. Par rapport à l'Italie, la Turquie, où tu as des clubs qui aujourd'hui arrivent plus à gérer financièrement. Ben voilà, l'Espagne, c'est le top. C'est le top. Et puis, alors, pour conclure, c'est très représentatif aussi du niveau du championnat espagnol parce que du coup, sur les 10 dernières années, eh ben, les vainqueurs du championnat, c'est 3 fois Barcelone, 5 fois le Real et 1 fois pour Valence et Vitoria. Donc en fait, c'est très représentatif de ce qu'on a dans cette ligue et de leur domination, entre guillemets. Mais je pense très franchement qu'un jour, il faudra qu'on réunisse toute l'équipe, quitte à ce que ce soit un des plus grands foutoirs jamais entendus en podcast. Mais il faudrait avoir ce débat sur le format de l'Euroleague et sur les propositions de chacun. On sait qu'il y a la team, on va appeler ça comme ça, même si on s'aime tous, mais la team représentativité, ouverture, etc. Et le côté un peu, il faut des clubs élites, etc. Donc, je pense que c'est un débat où on va s'écharper, mais il faudra le faire un jour. Il faudra le faire un jour parce que c'est très, très intéressant. Et de, de, de nos, de nos petits points de désaccord, on peut peut-être faire germer une belle idée à notre niveau. Ouais, On conclut cette histoire sur la domination de l'Espagne. on conclut, ouais. Et c'est toi qui vas enchaîner sur ta chronique, Romain. Yes, ça marche. Bonne année à tous, chers auditeurs de Ficelle. On y est, 2021. On l'attendait, hein. On va pas se mentir. On sait bien que dehors, ça va être encore la merde. Mais au moins, on vous accompagnera ici avec nos émissions autour du basket. Et croyez-nous, on a quelques idées en tête. Bon, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pendant les vacances, j'ai appris que Jean-Pierre Pernaut avait quitté le journal de 13 heures de la première chaîne de télé. 33 ans de bons et loyaux services. Impossible donc de ne pas faire cette chronique en mode JT.
On prend tout de suite la direction de l'Allemagne où Wade Baldwin réalise la performance de cette 17e journée. Shooter redoutable à mi-distance, l'homme qui ressemble à DeRozan par son jeu a terminé avec 41 d'évaluation. S'il n'est plus en NBA, il a au moins le mérite de faire gagner son équipe, lui. Aviation. Troisième défaite de suite pour le Barça qui, après s'être envolé en début de saison, connaît quelques perturbations durant son voyage. Il était bien nécessaire de laisser un membre d'équipage sur le tarmac à Istanbul pour venir se ramasser en Allemagne. Les météorologues nous parleront des absences de Mirotic et Davis. En tant qu'oracle autoproclamé après quelques compliments de la part de Romuald, j'appelle ça un retour de karma. Et puisque le Barça veut enfiler tout le monde avec ses méthodes, je dirais même plus. C'est le Karma Sutra expliqué par Baldwin. Parenthèse. Petite dédicace d'ailleurs à notre ami Romuald. Le mec nous a régalé pendant les fêtes. Je ne sais toujours pas si c'était l'excitation post-Christmas Games ou si pendant le réveillon, notre camarade avait un peu trop forcé sur le jus de pamplemousse, mais il nous a laissé 2-3 messages all-time. On a hâte de t'avoir avec nous dans nos prochaines émissions et on sait que ton Fat Club va encore se déchaîner sur les réseaux sociaux pour notre plus grand plaisir. Je reprends. Philosophie. Ettore Messina veut instaurer l'esprit Spurs à Milan. C'est Kyle Hines qui en a parlé cette semaine. Bien. En Italie aussi, il doit y avoir un poisson d'avril et ça devait être ce jour-là. Bref, sur les terrains, on a surtout vu Nikola Milutinov s'amuser contre des benjamins avec ses 16 rebonds offensifs. Ou des hobbits, c'est selon votre goût pour le trash talking. On félicite d'ailleurs l'intérieur serbe qui a été élu MVP du mois de décembre. On a aussi pu voir Mike James qui sait être clutch, à l'inverse d'un Kevin Punter qui préfère toujours jouer à 1 contre 3 plutôt que de délivrer une passe à un joueur libre. J'avais pas compris ça comme ça, le Spurs Basketball. Amour. On a tous eu envie de faire des câlins à Igor Kokoskov. Avec le Fenerbahçe, il nous a rappelé que le basket était un sport collectif et qu'il ne fallait pas l'oublier. J'ai tellement apprécié leur jeu sans ballon que j'en suis même arrivé à applaudir tout seul dans mon bureau. Non, mesdames, messieurs, en 2021, je n'ai toujours pas l'intention de devenir un mec normal. Humour. Le Khimki Moscou a voulu être intelligent en jouant à Lob City avec ses intérieurs qui montent au plafond. C'est dommage de vouloir le faire contre une équipe qui a elle-même des joueurs qui sautent encore plus haut et sont plus costauds. La Team Rocket, comme j'aime l'appeler, nous a encore émerveillés pendant 2 heures. Oui, la Team Rocket, car tu joues les super vélins, mais tu fais peur à personne, comme en Pokémon, et tu as le même playbook que les Rockets sous Mike D'Antoni. En gros, une feuille blanche. Solidarité maintenant. Par respect pour cette équipe qui nous tient à cœur, j'ai décidé de lancer le Je vais d'Oton. Faites vos dons aux Kimki afin de leur permettre de résilier les contrats de joueurs qui ne servent à rien et enfin laisser King Jvet jouer seul jusqu'au titre. Pour participer, c'est très simple. Envoyez le mot passe suivi du montant de votre don à l'adresse mail suivante. Vivement la relégation @eurocup.com. Merci de votre gentillesse. Enfin, nous ne pouvions pas terminer cette chronique sans dire que nos régions ont du talent. On part donc à Belgrade, où le club qui récupère plus de joueurs à l'année que le BCM Gravelines montre qu'avec une équipe sans grand talent, on peut gagner contre une équipe qui en a, mais qui ne sait pas s'en servir. Ah, attendez. Flash spécial, nous venons d'apprendre que coach Vovoras a pris la poporte au Panathinaikos. Un mot, monsieur Giannakopoulos? C'est un complot! C'est l'Olympiakos, c'est les arbitres! Merci pour cette déclaration. Voilà, c'était notre JP Podcast Ficelle. On vous souhaite à nouveau une bonne année, qu'il vous arrive plein de bonnes choses et en espérant que la santé suive. On se retrouve la semaine prochaine et puis vous pouvez aussi regarder la page 43 du dernier Basket Le Mag. On a un petit encart publicitaire. Ça fait plaisir de la part de Yann Casville et son équipe. Bon, je l'annonce direct les gars. Vu qu'on savait pas trop quoi faire comme prochain podcast, on va parler de la Virtus Bologne ou des meilleurs étrangers ayant évolué en JP Elite. C'était juste au-dessus de notre pub. On va s'inspirer des meilleurs. Hein. Allez, merci de votre fidélité. Bonne soirée, les amis. Merci beaucoup pour ta chronique, Romain. Je vais appeler TF1 qui t'embauche tout de suite pour le JT. C'est top. J'ai beaucoup aimé le Vovoras Poport. Ouais, j'ai adoré, moi aussi. Ouais. Vraiment sympa. Et puis, on s'excuse auprès de tous les supporters d'Alexei Shved. On lui tape dessus semaine après semaine, mais c'est au fond parce qu'on l'aime bien un petit peu quand même. Oui, qui aime bien, châtie bien. Exactement. Et on garde sous le coude celui qu'il aime le plus. Il nous manque beaucoup. On parle d'Olivier, bien sûr, qui adore Alex Shved. Ah oui, alors là, on pourrait le lancer dessus pendant des heures. Bon, c'était cool, les gars. Ben ouais, grave. J'ai encore passé un super moment avec vous.
on va conclure cette émission. Voilà, ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble. J'espère qu'on a été assez bon pour débriefer cette 17e journée. La semaine prochaine, on rattaque tout de suite. Il y aura peut-être, je le sais pas, hein, je dis peut-être des bêtises, je m'avance peut-être, mais il y aura peut-être quelques chroniques un peu spéciales. On va peut-être parler trophées, on va débattre sur qui fait un bon début de saison. Oh, le Ça vous dit teasing. comme programme? Ah, gros teasing. Parfait. Ça marche. Je vous remercie les garçons de m'avoir accompagné pendant cette heure de débrief. Je vous Merci souhaite les gars. de passer une bonne soirée, une bonne fin de semaine. Régalez-vous devant tous les matchs qui vont nous être proposés. Regardez l'Euroleague, l'Eurocup, la BCL, tous les baskets qui existent. Prenez-en tant qu'on en a encore sous la main. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Salut les gars. Salut À les gars, à la plus. semaine prochaine. Salut.